Ce fleuve, large et majestueux, qui s'écoule paisiblement dans la lumière du soleil couchant, c'est le Danube. Axe de communication pour les hommes, les marchandises et les idées, source de vie pour les villages et les campagnes qu'il traverse, le Danube est tout cela et bien plus encore. Il est depuis des millénaires au cœur de l'histoire du vieux continent. Avec environ 2900 km, le Danube traverse toute l'Europe d'ouest en est, de l'Allemagne où il prend sa source, jusqu'à la mer Noire où il se jette. Raconter l'histoire du Danube? Impossible, un roman fleuve n'y suffirait pas. Plus simplement, nous allons embarquer à bord d'un navire de croisière. Partant de la Roumanie, jour après jour, nous allons remonter le cours du fleuve. Portés par la magie du Danube, nous allons traverser des régions inconnues, découvrir des villes au passé glorieux et rencontrer des hommes unis par le même amour du roi des fleuves d'Europe, comme l'appelait Napoléon Bonaparte. L'Amadeus, notre bateau de croisière, a quitté la Roumanie et se dirige vers la Bulgarie où nous effectuerons notre première escale. Ancien pays du bloc soviétique, la Roumanie et la Bulgarie sont aujourd'hui intégrées à l'Europe. Cette nouvelle stabilité politique contraste avec les conflits qui pendant des siècles ont agité les Balkans et la zone danubienne. Il n'y a pas à proprement parler d'identité culturelle danubienne, dans la mesure où, à partir, disons, symboliquement de 1453, qui est la chute de Constantinople, il y a eu une double frontière culturelle. D'une part, la frontière politique de l'Empire ottoman, qui a duré 5 siècles, et qui s'est ajoutée à une frontière religieuse avec laquelle elle coïncidait à peu près, entre les régions qui ont été évangélisées par les moines de Byzance et les régions qui ont été évangélisées par des moines catholiques allemands. Et donc c'est cette double influence orthodoxe et ottomane ensuite qui constitue la spécificité culturelle des Balkans. Nous arrivons à Orianovo. Faute de mieux, nous accostons le long de ce vieux ponton flottant. Laissant notre bateau, nous prenons la direction de Sofia, 300 km à travers la campagne bulgare. Sofia, la capitale de la Bulgarie, ressemble aux villes européennes de la fin du XIXe siècle, avec ses grandes artères et ses bâtiments officiels de style néoclassique.
L'originalité de Sofia est ailleurs, dans les édifices religieux qui témoignent de la double influence orthodoxe et ottomane. Construite au VIe siècle, la basilique Sveta Sofia, Sainte Sophie, qui a donné son nom à la ville, témoigne de la longue domination de Byzance. Quand la ville tombe sous le contrôle des Ottomans, Sainte Sophie est transformée en mosquée, échappant ainsi à la destruction. Les Ottomans ne se contentent pas de transformer, ils bâtissent également. Construite en 1576 par le célèbre architecte Sinan, la mosquée Bania Bashi est l'une des plus anciennes d'Europe. En 1878, la victoire de l'armée russe met fin à 5 siècles de domination ottomane. Construite au début du XXe siècle pour célébrer la libération du pays, la cathédrale Nevski renoue avec le style byzantin. Une façon de refermer la parenthèse ottomane. Nous, les Bulgares, nous sommes très fiers que les rapports religieux entre les habitants du pays soient très tolérants. À Sofia, c'est évident, si on regarde autour de soi, on découvre la synagogue, les mosquées et les églises chrétiennes. Ici, toutes les religions cohabitent en paix. On peut sentir l'influence de l'islam sur la vie quotidienne des chrétiens. Mais d'un autre côté, la chrétienté a une très grande influence sur l'islam dans les Balkans. Ici, par exemple, les musulmans adorent les saints. Ils participent aux messes. Certains veulent même se confesser. C'est une chose impensable pour les autres communautés musulmanes dans le monde. Nous reprenons notre voyage. L'Amadeus se dirige vers Belgrade. Mais avant d'arriver dans la capitale serbe, nous devons franchir une région au relief escarpé, une sorte de défilé entre les Carpates et les Balkans, dans laquelle le Danube a creusé son lit. À l'endroit le plus étroit de cette vallée, la Roumanie et l'ex-Yougoslavie ont construit à la fin des années 1960 le plus important barrage hydroélectrique d'Europe, le barrage des Portes de Fer. Ce nom fait référence à la grosse chaîne de fer qui bloquait autrefois le trafic sur le fleuve et matérialisait la frontière entre les empires austro-hongrois et ottomans. Après une courte attente, l'Amadeus pénètre lentement dans la chambre de l'écluse.
En se remplissant, l'écluse se comporte comme un ascenseur, élevant l'Amadeus de quelques mètres pour lui permettre de reprendre sa navigation vers Belgrade. Ce barrage a permis de réguler le cours du Danube. Autrefois, seuls les bateaux très puissants pouvaient s'aventurer dans cette zone très tumultueuse. Les tensions politiques entre la Yougoslavie de Tito et la Roumanie ont souvent contrarié la fluidité de la navigation dans les portes de fer. À partir des années 1990, les conflits dans l'ex-Yougoslavie et l'embargo sur la Serbie qui a suivi ont paralysé toute navigation dans cette partie du Danube. À cette époque, il était impossible d'entreprendre le long voyage à travers l'Europe que nous effectuons aujourd'hui à bord de l'Amadeus. Pendant que nous poursuivons notre traversée des portes de fer, la vie à bord de l'Amadeus suit son cours. Thank you. See you later. Durant la nuit, nous avons poursuivi notre lente remontée du Danube. Émergeant des premières lueurs de l'aube, nous approchons de Belgrade. Les fleuves occupent une place essentielle dans l'histoire du monde. En offrant l'eau nécessaire à la vie, ils fascinent les hommes et fécondent les premières civilisations. Habitées depuis le néolithique, les rives du Danube vont être colonisées par les Grecs, les Romains, les Celtes ou les Thraces. Voie naturelle de communication entre l'Orient et l'Occident, le Danube va devenir l'axe commercial de l'Europe. Belgrade fut fondée par des Celtes au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Leur campement se trouvait à l'emplacement de la forteresse de Kalemegdan, qui marque l'entrée de la ville depuis le XIVe siècle. L'Amadeus approche du débarcadère situé au centre de Belgrade. De nombreux bateaux de croisière sont déjà amarrés au quai. Qu'importe, le commandant va se garer en double file. En se promenant dans les rues de Belgrade, rien ne laisse supposer qu'il y a encore peu, la Serbie était en guerre avec les autres pays de l'ex-Yougoslavie. Forte de son million d'habitants, la capitale serbe affiche son dynamisme et se cherche une nouvelle place en Europe.
Conquise et perdue à de nombreuses reprises par les souverains serbes au cours des XVIIIe et XIXe siècles, ce n'est finalement qu'en 1867, après 346 ans de domination, que les Ottomans quittent la forteresse de Kalemegdan et Belgrade. Symbole de l'indépendance nationale, la forteresse et le parc qui l'entoure sont aujourd'hui les lieux de promenade et de détente préférés des Belgradois. Poursuivant notre lente découverte de la vallée du Danube, nous quittons Belgrade en direction de Novi Sad, la seconde escale serbe de notre voyage. En 1687, après 2 siècles d'occupation ottomane, les Autrichiens s'emparent de Petrovaradin, une petite ville des bords du Danube. Héritiers de la très ancienne occupation byzantine, les habitants serbes de Petrovaradin sont orthodoxes. Chassés par les Autrichiens, les Serbes fondent une nouvelle ville un peu plus loin sur les bords du Danube. Appelée au début Rasenstadt, la ville des Serbes devient au bout de quelques années la nouvelle ville, autrement dit Novi Sad. Pour les habitants de Novi Sad, comme pour ceux de nombreuses autres villes des bords du Danube, le cours désormais apaisé du fleuve attire les amateurs de sport et de détente. Ja ću držati čamac. Slučaj da bude stabilan. Ajde. Vozi još jedan krug. Da. Dijagonalno, kad ga nosite tako, nosite ga dijagonalno. Drugu ranu perno, desnu ranu. I presvači se gore. Beaucoup de gens passent leur temps près du Danube. Aujourd'hui, le temps est moyen, mais quand il fait très beau, il y a plein de monde. Ils viennent pêcher et se promener en famille avec les enfants. Je viens ici depuis longtemps, j'aime le Danube. Il me repose, je me relaxe, je prends du plaisir à être près de l'eau. Le plus important pour moi, ce n'est pas de réussir à attraper un poisson. Il faut juste que je sois près de l'eau, tu sais. J'aime l'odeur de l'eau. Quand tu es gamin et que tu viens pour pêcher ton premier poisson, alors tu t'accroches, tu attends s'il le faut. Aujourd'hui, je ne suis plus un gamin, les poissons ne m'intéressent plus. Je viens là par amour pour le Danube. Ah oui, j'aime le Danube. Une petite pluie estivale se déclenche juste à l'instant du départ. Le commandant a largué les amarres. Nous quittons Novi Sad, saluant au passage la forteresse de Petrovaradin. Construite sur des plans de Vauban, elle veille sur le Danube depuis le XVIIe siècle.
Le pont a été complètement détruit pendant l'ancienne guerre en ex-Yougoslavie. Tous les piliers étaient sous l'eau. Comme on ne voyait plus le pont qui était complètement sous l'eau, alors la navigation a été interdite pendant 2 ans. Il était très difficile de passer par là. Le courant était fort. Mais on ne pouvait pas faire autrement que de passer au-dessus du pont englouti. Suivant le cours du Danube qui s'est infléchi vers le nord, nous nous dirigeons vers la Hongrie et Mohács, notre prochaine escale. Voilà 5 jours que nous sommes partis de Roumanie à bord de l'Amadeus. Après avoir traversé les plaines du delta du Danube, côtoyé les Balkans et les Carpates, nous nous dirigeons maintenant vers la grande plaine de Hongrie. C'est au IXe siècle que les Magyars, peuple nomade et guerrier originaire d'Asie, arrivent au terme d'une migration de quelques centaines d'années dans les plaines du centre de l'Europe. Ces plaines délimitées par 2 fleuves, le Danube à l'ouest et la Tisa à l'est, abritent la Puszta, vastes étendues qui servaient autrefois de pâturage privilégié pour les troupeaux de chevaux et le bétail. La plaine hongroise fait partie du patrimoine national. Elle est aujourd'hui protégée, de même que le mode de vie des Sicos, les héritiers d'une tradition cavalière vieille de plusieurs siècles. L'Amadeus arrive à Mohács. Des légendes locales évoquent des personnages mythiques, les Bûchots. Venant de Croatie, ils auraient traversé le Danube et fait fuir les troupes turques en 1687 lors de la bataille de Mohács, mettant ainsi un terme à 1 siècle et demi d'occupation de la Hongrie. Très présents dans l'imaginaire collectif, les Bûchots renaissent tous les ans sous la forme de masques lors du festival de Mohács.
Ici, on sculpte des masques primitifs, des masques qui transmettent une manière de penser primitive. Ils sont pleins de croyances et de force et renvoient à des mythes et des légendes. Quelque part, je cherche à percer le caractère profond de l'homme. Les masques reposent sur la peur, une croyance humaine et ancestrale. Pour nous, ils n'incarnent pas ce caractère sauvage, mais la croyance de l'homme primitif envers les dieux et les esprits auxquels il demandait leur protection pour survivre en sécurité et ne pas mourir prématurément. Le plus important, selon moi, c'est l'homme. Pour moi, le masque ne commence pas là, mais ici, parce que quelqu'un va le porter. Si cette personne y croit, elle ne fera plus qu'un avec le masque. L'eau, c'est la vie, et ces masques apportent la vie. Il est très important pour moi que le fleuve et l'eau conservent toujours une place importante dans ces coutumes. Nous quittons Mohács. Dans la douce lumière du soleil couchant, nous prenons la direction de Budapest. Notre arrivée à Budapest au milieu de la nuit restera comme l'un des plus beaux moments de ce voyage. Le Danube, c'est l'âme de Budapest. On l'avait senti en arrivant au milieu de la nuit. On le comprend au matin en promenant notre regard de Buda, la ville haute, à Pest, la ville basse. Les deux villes se sont développées de façon indépendante pendant des siècles, chacune sur une rive du Danube. Le monument le plus visité de Buda, c'est le Bastion des pêcheurs. Cette forteresse d'opérette fut construite au début du XXe siècle en hommage à la corporation des pêcheurs qui avait pour mission au Moyen-Âge de défendre une partie des fortifications de la ville. Malgré un parcours chaotique, l'église Saint-Matthias dégage une étonnante harmonie. Construite au XIIIe siècle, transformée en mosquée par les Turcs, elle est laissée à l'abandon avant d'être en partie reconstruite à la fin du XIXe siècle. Jusqu'au milieu du XIXe siècle, il fallait traverser le Danube en bateau pour aller de Buda jusqu'à Pest.
Le pont des Chênes, ouvert en 1848, fait basculer le destin des deux villes qui sont réunies en 1873, donnant ainsi officiellement naissance à Budapest. La révolution industrielle est engagée. Pest, devenu désormais un quartier de la nouvelle capitale, se développe et s'embellit rapidement, accueillant les entreprises, les théâtres, les administrations et les grands édifices religieux. Si Buda est le quartier le plus visité par les touristes, Pest demeure le lieu de vie des Hongrois. Les Budapestois, et ce n'est pas seulement dû à la présence du Danube, adorent l'eau et les bains. Entre les deux guerres mondiales, par exemple, des bains temporaires avaient été construits sur le Danube. On raconte que les fonctionnaires sortaient en courant de leur bureau à midi pour aller se rafraîchir. Les bains font partie de leur histoire et de leur mode de vie. À Budapest, la culture des bains est très intéressante. Elle est née à l'époque turque. On imagine les Turcs médiévaux comme des barbares, mais en fait, ils étaient beaucoup plus propres que les Hongrois ou que les Autrichiens. Ils nous ont légué quelques très beaux bains à Budapest. Au début du XXe siècle, l'engouement pour le thermalisme entraîne la construction de nouveaux bains. Le Gellert est sans aucun doute le plus célèbre et le plus beau d'entre eux. Chef-d'œuvre de l'Art nouveau, le Gellert est un véritable temple à la gloire de l'eau, où les inventions décoratives et les mosaïques se mêlent aux sculptures et aux figurines allégoriques. Utilisant une source thermale riche en calcium, en magnésium, en sulfure et en chlorure, les bains du Gellert sont tout à la fois un centre de soins, de remise en forme et un lieu de détente et de loisirs. Depuis notre départ de Roumanie, tous les témoignages que nous avons recueillis évoquent le rôle civilisateur du Danube. Il faut pourtant constater que depuis des millénaires, les conflits n'ont jamais cessé entre les peuples des pays qu'ils traversent. On parle beaucoup du fait que le Danube devrait être un lien entre tous les pays qu'il traverse. Moi, je crois qu'il n'a jamais été un vrai lien dans l'histoire de la Hongrie. Kossuth Lajos, un grand homme politique hongrois, mort en exil à Turin, parlait tout le temps de la fédération du Danube. Il disait que les peuples le long du fleuve devraient s'unir, mais c'est resté seulement un rêve.
Le soleil brille à nouveau sur le Danube. À bord de l'Amadeus, la vie a repris son rythme de croisière. Poursuivant notre voyage, nous quittons la Hongrie pour l'Autriche. Prochaine escale, Vienne. Vienne, c'est la capitale des Habsbourg. Jusqu'à l'effondrement de leur empire en 1918, les Habsbourg régnèrent sur une grande partie de l'Europe centrale. Le contrôle de nombreux pays traversés par le Danube, comme l'Autriche, la Slovaquie, la Hongrie, la Serbie et une partie de la Roumanie, lui valut son surnom de monarchie danubienne. Près d'un siècle après la fin des Habsbourg, Mayerling, Strauss, Sissi et François-Joseph continuent d'incarner pour la plupart des voyageurs les fastes et l'insouciance viennoise. La ville possède de magnifiques églises, de riches musées et de très nombreux palais et châteaux, mais impossible de venir à Vienne sans pousser la porte d'un café. Le Spörl est un des plus anciens cafés de Vienne. Stefan Zweig venait y écrire et Sigmund Freud y aurait, dit-on, donné des consultations. Mon père a acquis ce café l'année de ma naissance. J'y suis allé tous les samedis après l'école pour manger mon escalope viennoise. Mais je me suis dit que ce monde devait sans doute receler un tas d'endroits plus intéressants. Alors j'ai commencé mes études à New York, puis à Boston. J'ai travaillé à Washington. Et après plusieurs années, je suis retourné dans le café de mon père. Je prends cette situation comme une sorte de boomerang du destin. Mais j'en suis très heureux et vraiment très content d'être venu ici. On serait bien resté un peu plus longtemps au café Spörl. Mais le temps presse. Avant de retourner au bateau, nous faisons un petit détour pour admirer les jardins et le palais impérial de Schönbrunn. Une fois encore, l'Amadeus a largué les amarres. Quittant Vienne, nous poursuivons notre traversée de l'Autriche en direction de Melk. Nous avons parcouru près de 2000 km depuis notre départ de Roumanie et le Danube continue de nous surprendre. Nous entrons dans la vallée de la Wachau. Sur plusieurs kilomètres,
nous naviguons au milieu d'un paysage bucolique où alternent les montagnes verdoyantes, les petits villages, les collines recouvertes de vignes et les ruines romantiques. Après quelques heures de navigation, l'abbaye de Melk apparaît à l'horizon. Installée sur un promontoire en granit, l'abbaye qui domine le village est occupée depuis le XIe siècle par les moines bénédictins. Mais c'est au XVIIIe siècle qu'elle joue son rôle le plus important. Melk fait partie des abbayes dont la tradition ne s'est jamais interrompue. Cela veut dire que les moines n'ont jamais été éliminés ni expulsés, qu'ils ont toujours vécu ici, dans cette abbaye. Saint Benoît voulait que les moines sachent lire et écrire. Cela vient du fait que dans les règles de Saint Benoît sont évoquées 3 règles importantes. En latin, on dit « ora, et labora, et lege ». Prie, travaille et lit, donc étudie. Reconstruite au début du XVIIIe siècle, l'abbaye que nous découvrons aujourd'hui est considérée comme l'un des chefs-d'œuvre du baroque autrichien. Le raffinement de son décor suffirait à faire de la bibliothèque de Melk un haut lieu de culture. Riche de plus de 80 000 volumes et de 2000 manuscrits, elle est également une source inépuisable d'informations pour les chercheurs. En quittant Melk pour Linz, notre dernière escale, nous approchons de la fin du voyage. Jour après jour, escale après escale, nous avons découvert au fil du Danube une Europe riche et diverse, tiraillée entre l'attachement à ses racines culturelles et religieuses
et le souci de relever les défis du monde moderne. Déroulant son cours paisible au cœur de l'agitation des hommes, le Danube continue comme il le fait depuis la nuit des temps à s'écouler d'ouest en est, de sa source jusqu'à son delta. Sofia, Belgrade, Budapest, Vienne. Toutes ces villes sont les filles du Danube. Nées au bord du fleuve, elles l'ont honoré de palais, d'églises et de châteaux somptueux. Les escales de cette croisière sur le Danube auront été autant d'étapes d'un étonnant voyage dans le temps. Linz est la dernière ville que nous découvrons. Sans atteindre le prestige des grandes capitales du Danube, Linz possède un château, de belles églises et un centre-ville plein de charme. Ici, comme dans toutes les villes que nous avons traversées, on est attaché aux traditions. C'est ainsi que l'on conserve les secrets de fabrication du Linz Torte, un gâteau qui a fait la réputation de la ville depuis des générations. Cette ville paisible des bords du Danube aurait pu connaître un autre destin. Adolf Hitler vécut à Linz de 10 à 18 ans. Il avait nourri l'utopie fasciste d'en faire la capitale culturelle de son empire. La chute du Troisième Reich en a fort heureusement décidé autrement. Ironie de l'histoire, c'est au travers de l'art moderne que Linz trouve sa place. La ville est en effet désignée capitale culturelle européenne de l'art en 2009. Notre voyage est terminé. Nous quittons Linz sous les lumières du musée d'art moderne du Lentos. Ces reflets à la surface du fleuve donneraient presque raison à Johann Strauss d'avoir un siècle plus tôt intitulé la plus célèbre de ses valses, Le beau Danube bleu.